Les podcasts de France Stratégie. Aujourd'hui, quels sont les défis de l'évaluation d'impact avec le cas des politiques environnementales ? France Stratégie poursuit son cycle de 6 séminaires sur l'évaluation d'impact des politiques publiques en partenariat avec différents laboratoires de recherche et institutions. Cette 6e et dernière séance est consacrée aux politiques environnementales et aux défis associés à l'évaluation de leur impact. Première session, évaluation de l'impact de dispositifs de politique environnementale, animée par Bérangère Mesqui, directrice du département développement durable et numérique de France Stratégie, avec Antoine Dechez-Leprêtre, chercheur associé à la London School of Economics, économie senior à l'OCDE, et Alexis Gatier. Merci beaucoup de cette invitation et je voulais aussi vraiment féliciter les France Stratégie et les organisateurs de toute cette série de séminaires pour avoir organisé ça parce que on a tous nos petits fantasmes. Le mien, c'est d'insuffler la culture de l'évaluation chez les décideurs publics. Donc je suis vraiment ravi d'être ici et de voir que ce qui me semblait être pas mal le cas en Angleterre, par exemple, parce que j'ai travaillé pendant 7 ans à la LSI à Londres, a l'air de démarrer également de ce côté-ci de la Manche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 2 études en fait que j'ai réalisées et qui portent sur l'effet du marché européen du carbone. Donc pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, je vous présenterai ça un peu. Et on va regarder l'effet que cette politique environnementale a eu sur les émissions de carbone, qui était le principal objectif de cette politique, réduire les émissions de carbone au niveau de l'Europe, mais également sur la performance économique des entreprises qui ont été réglementées et sur leur activité d'innovation. Le marché européen du carbone et les politiques climatiques en général sont souvent mises en œuvre avec évidemment le souhait de réduire les émissions, le souci que ça se fasse au coût le plus bas possible et donc sans diminuer la performance économique des entreprises, et avec le souhait que les entreprises qui font face à ces nouvelles politiques, à ces nouvelles contraintes, développent des nouvelles technologies vertes qui permettront d'avoir un sentier de croissance plus vert et éventuellement d'exporter ces technologies dans le reste du monde une fois que les autres pays adopteront eux-mêmes des politiques aussi ambitieuses, etc. Donc on a regardé tous ces aspects dans ces études. Donc très rapidement, le marché européen du carbone existe depuis 2005 et il couvre à peu près 12 000 installations à travers toute l'Europe. Donc il ne couvre pas toutes les installations qui émettent du carbone, parce que ce serait beaucoup trop coûteux de réglementer en fait toutes ces installations, mais il couvre en gros toutes les grosses installations émettrices de carbone à travers l'Union européenne. Donc les producteurs d'électricité à partir de charbon et de gaz, par exemple, mais aussi toutes les industries, toutes les usines qui, d'une manière ou d'une autre, émettent du CO2 dans leur activité de production. Et ils couvrent environ 40% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Donc c'est vraiment la politique majeure de l'Union en faveur du changement climatique pour lutter contre les émissions de CO2. Et il s'agit donc d'un marché de permis d'émission. Donc, si vous voulez, le marché européen du carbone, c'est le principe pollueur-payeur, mais efficace. C'est-à-dire que si vous polluez, vous devez payer. À la fin de chaque année, si vous avez émis 10 tonnes de carbone, vous devez rendre 10 quotas correspondant aux 10 tonnes que vous avez émises. Mais au lieu d'imposer un quota spécifique à chaque usine réglementée, on permet aux installations d'échanger entre elles ces quotas. Donc si une entreprise, ça lui coûte 20 € d'éviter l'émission d'une tonne de carbone et qu'elle peut trouver un permis à 10 € sur le marché, elle achète un permis. Mais si une entreprise, ça lui coûte que 5 € de dépolluer, elle va dépolluer plus et revendre ses quotas à des entreprises, à des usines qui sont moins efficaces. Et donc, ça permet d'atteindre un objectif environnemental donné, qui est défini au niveau de l'Europe, mais au moindre coût. D'accord ? Donc, c'est le principe de tous les marchés de permis. Il y en a de nombreux autres, et en particulier des marchés du carbone. Il y en a maintenant un certain nombre. Il y en a un en Chine,
depuis la fin de l'année dernière. Il y en a plusieurs aux États-Unis, au Canada. Il y en a qui sont en préparation au Japon, au Chili. Donc, c'est intéressant d'analyser l'effet du marché européen parce que c'est aussi des leçons à tirer pour tous ces nouveaux marchés de permis de carbone qui se mettent en place ici et là. Et donc, si vous prenez ces 12 000 installations qui, chaque année, émettent du carbone et vous additionnez toutes leurs émissions de carbone, voilà, dans ce graphique, leurs émissions entre 2005 et 2015, donc pour les 10 premières années, les 11 premières années de fonctionnement du système. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu en gros une baisse de 15% des émissions de carbone de toutes ces installations réglementées, d'accord, qui, depuis 2005, font donc face à un prix sur leurs émissions de CO2. Et donc, les questions qu'on se pose dans ces études, c'est la première, est-ce que cette réduction de 15% est due à l'ETS, au système, au marché du carbone? Et ce n'est pas du tout une question évidente, parce que dans le même temps, il s'est passé plein de choses. On a eu la crise financière, par exemple, qui a massivement réduit les émissions. Et vous voyez, par exemple, que cette baisse très forte autour de 2008 est évidemment en partie liée à ça. Mais on a eu aussi une variation des prix du pétrole, et les émissions de CO2, évidemment, réagissent aux variations du prix du pétrole, parce que quand le prix de l'énergie devient plus cher, ça crée une incitation à réduire sa consommation d'énergie. Et donc, la première question, c'est est-ce que au moins une partie de ces réductions d'émissions sont causées par l'ETS, ou est-ce que c'est lié à d'autres facteurs? La deuxième question, j'en ai déjà parlé, c'est si une partie au moins de ces émissions réduites sont dues à l'ETS, est-ce que ça a impacté négativement les entreprises réglementées? Est-ce que ça a eu un effet négatif sur leur performance économique? Est-ce qu'elles sont devenues moins compétitives par rapport à leurs concurrents, notamment étrangers? Et finalement, est-ce que cette politique qui vise à réduire les émissions de CO2 a incité les entreprises à développer des nouvelles technologies bas carbone? D'accord ? Donc, c'est les trois questions auxquelles on essaie de répondre dans ce programme de recherche, qui est un programme de recherche empirique, donc basé sur des données, et sur des données microéconomiques. D'accord ? Donc, on va collecter des données au niveau à la fois des entreprises et des installations pour essayer de répondre aux questions que j'ai mentionnées. D'accord ? Et, si possible, à travers toute l'Europe. Vous verrez que ce n'est pas possible parce qu'il y a des pays pour lesquels on n'a pas les données, notamment les données d'émissions. Mais en essayant d'avoir le plus grand échantillon possible. Bon, peut-être ça je vais passer parce que j'ai que 25 minutes. Le point absolument clé qu'il faut comprendre et qui nous permet de procéder à une évaluation du système, c'est son design, la manière dont le marché européen du carbone est conçu. Et la manière dont il est conçu, c'est comme je vous ai dit, il y a 12 000 installations qui sont réglementées, qui ne représentent pas toutes les installations qui émettent du CO2 au niveau de l'Europe. Et il existe donc des seuils qui définissent l'inclusion, qui définissent si vous êtes ou pas réglementé. D'accord ? Et ces seuils dépendent des capacités de production. Donc si, par exemple, vous produisez de l'acier, si votre capacité de production est supérieure à 2,5 tonnes par heure, vous êtes réglementé. Mais si votre capacité est de 2,4 tonnes, en principe, vous ne l'êtes pas. De la même manière, si vous produisez du verre, la capacité de fonte, si elle est supérieure à 20 tonnes par jour, vous êtes réglementé. Si elle est inférieure, vous ne l'êtes pas. Les seuils sont définis en fonction des capacités de production parce que c'est très difficile de jouer avec. D'accord ? On aurait pu définir ça en fonction des émissions historiques, par exemple. Mais dans ce cas-là, dès qu'on sait que la politique va être mise en œuvre, il y a une très forte incitation à baisser ces émissions l'année d'avant pour éviter d'être dans le système. Les capacités de production, c'est plus difficile de jouer avec. Vous n'avez pas une incitation très forte à vendre une usine pour éviter d'être dedans ou à réduire votre capacité, vendre des machines juste pendant un an et après les réinstaller. Okay ? Alors ça, évidemment, pour les économètres, c'est formidable parce que ça veut dire qu'il y a une partie des entreprises, une partie des installations dans l'économie qui ne sont pas réglementées, okay ? Mais qui probablement vont être très proches, du point de vue de leurs caractéristiques, des
installations et des entreprises qui sont réglementées. Je vous ai dit ce seuil-là, vous êtes à 2,4, vous n'êtes pas réglementé, vous êtes à 2,6, vous êtes réglementé, mais vous voyez que la différence est très faible et probablement qu'une installation qui a une capacité de production à 2,6 ou à 2,4, elle est sensiblement similaire. D'accord ? Et donc, toutes ces études vont se baser sur cette idée que autour du seuil, on a comme une espèce de système aléatoire qui dit que si vous êtes à 51, vous êtes réglementé, si vous êtes à 2,49, vous ne l'êtes pas. Et donc, c'est un peu comme lancer une pièce en l'air et dire qui va l'être, qui ne va pas être réglementé. Et on va utiliser ça pour comparer des entreprises ou des installations qui sont réglementées avec des entreprises et des installations qui ne le sont pas, mais qui sont très similaires du point de vue de leurs caractéristiques, et utiliser ce groupe comme un groupe contrôle, comme un contrefactuel. D'accord ? C'est vraiment parfait, enfin, pas parfait, mais c'est les caractéristiques de la politique font que pour utiliser cette méthode, au niveau des entreprises, c'est super, parce que vous pouvez avoir 3 installations petites, okay, une autre entreprise qui en a 3 également, mais une d'entre elles est pile au-dessus du seuil. Okay, ou vous pouvez avoir une entreprise qui va avoir 2 installations de petite taille, une autre avec une seule installation un peu plus grosse. Donc vous voyez que vous allez pouvoir trouver des entreprises qui sont très proches, qui ont le même nombre d'employés, la même taille en général, qui font les mêmes profits. Et il y a vraiment ce côté aléatoire de pas de chance, j'avais une installation un peu au-dessus du seuil, donc je suis réglementé. Au niveau des installations, c'est plus compliqué parce qu'évidemment, elles diffèrent un peu systématiquement. Mais bon, c'est pas une limite qui est complètement absolue, et il y a plein de choses qu'on peut faire d'un point de vue technique pour essayer de traiter ces problèmes. Donc c'est cette méthode qui consiste à trouver pour chaque entreprise ou chaque installation une entreprise ou installation qui n'est pas réglementée mais qui partage tout un tas de caractéristiques. En anglais, ça s'appelle du matching. En français, on appelle ça de l'appariement. Et donc le principe, c'est de regarder avec des données avant l'introduction de la politique, donc avant 2005, de sélectionner un groupe qui va avoir exactement, au moins en moyenne d'un point de vue statistique, les mêmes caractéristiques que le groupe traité. D'accord ? C'est comme dans une expérience médicale. Alors évidemment, ce n'est pas exactement une expérience médicale parce qu'on est en sciences sociales, mais on essaye de s'approcher. En tout cas, c'est notre Holy Grail, ou je ne sais pas comment on dit. C'est l'espèce de comment dit-on, le Graal, enfin qu'on a en tête, en tout cas qu'on essaye d'atteindre. Bon, c'est très très simple d'un point de vue théorique comme méthode. L'idée, c'est toutes les entreprises ITS. Par exemple, vous les mettez sur un plan, le chiffre d'affaires d'un côté, le capital fixe de l'autre, donc 2 mesures de la taille. Vous avez toutes ces entreprises vertes qui sont réglementées, toutes ces entreprises, les autres, les rouges, là, qui ne le sont pas. Et en gros, vous tracez un cercle autour de chaque entreprise et on va dire que pour celle-là, on va choisir cette entreprise qui est vraiment similaire, qui a les mêmes caractéristiques, même chiffre d'affaires presque, même montant de capital fixe, mais elle a eu de la chance, elle n'a pas été réglementée en 2005 parce que son installation la plus grande était en dessous du seuil. D'accord ? Et on fait ça pour toutes les entreprises, toutes les installations. Et évidemment, il y en a certaines, et alors c'est le cas pour une là, mais en fait, dans mon graphique, j'aurais dû en mettre beaucoup plus. Il y a des entreprises pour lesquelles on ne peut absolument pas trouver de contrefactuel. EDF. Okay ? EDF est évidemment réglementé. Il n'y a pas d'entreprise en France qui opère dans le même secteur, qui a la même taille, le même nombre d'employés et qui a échappé à l'ITS, ça n'existe pas. Et donc ça veut dire quelque chose de très important, c'est que ce type de méthode, elles produisent des résultats qui sont, on dit, valides, internally valid, c'est quoi ? Valide en interne, mais c'est difficile de dire quelque chose pour les entreprises, il n'y a pas de validité externe. Okay ? On ne sait pas quel est l'effet, on ne peut pas estimer l'effet pour les entreprises pour lesquelles on ne peut pas trouver de ce contrefactuel. D'accord ? Donc après, on peut faire des hypothèses pour celle-là, mais on peut jamais estimer l'effet. D'accord ? Donc pour vous donner une idée, voici un exemple. Alors c'est en Allemagne, parce que la dernière fois que j'ai parlé de ce papier, j'étais en Allemagne. Voilà 2 entreprises allemandes qui produisent toutes les deux du papier et de la pâte à papier. Okay ? Donc elles sont exactement dans le même secteur économique, défini au niveau 4
numéros là, de la classification NACE, donc la classification européenne des secteurs d'activité. L'une a 150 employés, l'autre 152. Ça, c'est des moyennes entre 2000 et 2004. Donc avant l'introduction de l'ITS, elles avaient exactement pratiquement le même nombre d'employés, un chiffre d'affaires autour de 26 millions, très proche, un capital fixe de environ 8 millions et celle-là 9,7. Et en 2005, celle-là, peut-être parce que son capital était un peu plus important, donc peut-être c'est cette installation qui est un peu plus grande, a été réglementée, d'accord ? Ça veut dire que son installation la plus grande s'est retrouvée dans le marché européen du carbone et a fait face à un prix pour ses émissions de carbone. En revanche, celle-là est restée en dehors de l'ITS, d'accord ? Et donc on va utiliser celle de gauche comme pour avoir une idée de ce qui se serait passé à celle de droite si elle n'avait pas été réglementée, d'accord ? C'est ce contrefactuel qu'on peut évidemment jamais observer. On ne peut pas savoir comment celle de droite se serait comportée si elle n'avait pas été réglementée. Mais on pense que parmi toutes les entreprises en Allemagne, celle-là, c'est celle qui nous donne probablement la meilleure idée de la manière dont elle se serait comportée, celle de droite, celle qui a été réglementée, si elle ne l'avait pas été. D'accord ? Et toute la méthode est basée sur cette idée. D'accord ? Et ensuite, c'est très simple. Ensuite, une fois qu'on a construit ce groupe, on se contente de comparer comment les deux groupes évoluent au cours du temps. D'accord ? Et donc là, je vous donne un exemple pour le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires moyen de toutes les entreprises au niveau européen dans l'ITS qu'on a réussi à apparier, pour lesquelles on a réussi à trouver un bon contrôle. Okay ? La première chose qu'on fait, c'est on vérifie que pour les années antérieures à l'ITS, elles ont la même évolution. D'accord ? Que statistiquement, on ne peut pas rejeter le fait qu'elles ont la même évolution. Alors, on peut le faire avec plus d'années, en fait, parce que depuis, j'ai réussi à collecter plus d'années antérieures, et c'est le cas aussi, en fait, au cours de 2000, à partir de 2000. L'idée, c'est qu'elles sont sur la même évolution, d'accord ? Et donc ça nous permet de faire l'hypothèse que s'il n'y avait pas eu l'ITS, cette entreprise qui a connu cette évolution aurait connu celle-là, d'accord ? Elle aurait suivi une évolution parallèle au groupe contrôle, d'accord ? Et du coup, ça, c'est notre groupe ITS s'il n'y avait pas eu d'ITS. Et ça, ce qu'on observe dans les données, comme étant sa vraie évolution, on peut faire l'hypothèse que l'écart entre les deux, c'est l'effet causal de l'ITS. D'accord ? Parce que d'un point de vue statistique, les deux groupes sont exactement identiques. Okay ? Vous ne pouvez pas rejeter l'hypothèse qu'ils sont identiques sur toutes les caractéristiques qu'on utilise. D'accord ? Ce groupe contrôle, il est constitué d'entreprises qui opèrent dans les mêmes pays, dans exactement les mêmes secteurs d'activité. Ils ont le même chiffre d'affaires, les mêmes nombres d'employés, la même taille de capital fixe, les mêmes profits. Tout ça, avant l'ITS, c'est exactement pareil. Okay ? Donc, avant 2005, il n'y a absolument aucune information qui vous permet de déterminer quelles entreprises ont été réglementées et lesquelles ne l'ont pas été. Okay ? Ça paraît totalement aléatoire du point de vue du chercheur. D'accord ? Et donc, ça, c'est l'impact de l'ITS. Bon, je ne vais pas avoir le temps de parler de toutes ces complications parce que j'ai encore à peu près 50 slides et 10 minutes d'après Bérangère. Alors, du coup, je vais être très rapide, mais je vais simplement vous donner les résultats qu'on a trouvés. D'accord ? Donc, je vous dis 3 questions. Les émissions de carbone, la performance économique et... Ah oui, il faut pointer là-bas. Et l'innovation. Donc, pour les émissions, on a utilisé des données provenant des registres d'émissions polluantes. Et là, on a été très limité par les données parce que dans la plupart des registres d'émissions polluantes, le seuil à partir duquel vous avez l'obligation de reporter vos émissions de carbone est très élevé. Et c'est 100 000 tonnes par an à peu près. Et donc, du coup, quand on regarde par exemple, si vous regardez en Allemagne, toutes les installations qui rapportent leurs émissions de carbone sont toutes réglementées, okay ? Parce que les seuils sont trop élevés. Et on a trouvé 4 pays dans toute l'Europe où les seuils étaient suffisamment bas pour qu'on puisse avoir cette comparaison, pour qu'on puisse avoir non seulement des installations qui sont dans l'ETS, mais des installations qui n'y sont pas. C'est la France, les Pays-Bas, la Norvège et le Royaume-Uni. Et donc ça veut dire que les résultats pour les émissions, ils sont valides que pour ces 4 pays. Et ça veut aussi dire que quand on a créé l'ITS, on n'a pas du tout pensé à l'évaluation ex post parce qu'on aurait dû se dire, bon, bah maintenant, il va falloir que toutes les installations qui sont
en dessous d'un certain seuil, mais beaucoup plus bas, rapportent les émissions pour que dans 10 ans, les chercheurs puissent faire ce qu'on a fait. Okay, et du coup, ensuite, on a fait cette technique d'appariement. Je vous passe les détails. On a un échantillon du coup assez petit, parce que l'idée, vous voyez, c'est de regarder autour du seuil. Donc évidemment, plus on va être près du seuil, plus on va être certain de la force, de la robustesse de nos résultats, mais évidemment, plus on va réduire la taille de l'échantillon. D'accord ? Donc là, il y a un arbitrage qu'on fait, et après, on joue avec. Bon. Mais l'échantillon est petit. Et ce qu'on a trouvé, c'est une réduction des émissions de CO2 par les installations couvertes d'environ 8% sur la totalité sur les 10 ans qu'on a analysés. Avec un effet plus fort au cours de la phase 2, qui était une phase au cours de laquelle, en particulier au début, le prix du carbone sur le marché était élevé et surtout les anticipations pour le prix futur étaient assez élevées. Donc en gros, ça veut dire que sur les 15% de réduction d'émissions qu'on observe dans l'ETS, on pense qu'à peu près la moitié sont dues au marché lui-même, et l'autre moitié, on les aurait eu quoi qu'il arrive. D'accord ? Parce qu'il y a eu la crise financière, parce que le prix du pétrole a augmenté à un moment, et donc les émissions ont diminué, etc. Évidemment, je n'ai pas le temps de passer mes petits tests de robustesse, mais enfin, vous devez me faire confiance que tout ça, on a fait le papier fait 70 pages. On a fait tout ce qu'il fallait pour vérifier que ça, c'était solide. Ensuite, on a regardé la performance économique de ces entreprises. Et alors là, c'est beaucoup mieux parce que les données financières d'entreprise sont disponibles de manière beaucoup plus facile. Et donc, pour la performance économique, on a des résultats sur toute l'Europe. D'accord ? Et on peut même après regarder, on a regardé la France, on peut regarder chaque pays individuellement à partir du moment où il est suffisamment grand. Et donc, on utilise des bases de données commerciales. La nôtre s'appelle Orbis, dans lesquelles on a le chiffre d'affaires, les profits, le nombre d'employés, le capital, toutes ces variables par année, à la fois avant et après l'introduction de l'ETS. Et ça nous permet d'avoir un échantillon beaucoup plus grand, 2200 firmes ETS et à peu près 2200 contrôles, mais pas toutes, évidemment. D'accord ? Dans l'ETS, il y a à peu près 8000 firmes, donc je vous dis, EDF n'est pas dedans, évidemment. D'accord ? Les très grandes firmes, on n'est pas capable d'estimer l'impact parce qu'on n'a pas de contrefactuel. Donc on fait un contrôle groupe qui est super, etc. Et on fait ce que je vous ai montré en introduction. On compare l'évolution des deux groupes sur le chiffre d'affaires, je vous l'ai déjà montré, sur le capital. À chaque fois, la ligne rouge, c'est les entreprises ETS. La ligne verte, c'est les entreprises non ETS avec lesquelles on les compare. Le nombre d'employés et les profits. Et ensuite, on fait des tests statistiques pour savoir si, en gros, ces deux lignes suivent des évolutions différentes d'un point de vue statistique. Et ce qu'on a trouvé, c'est que sur le nombre d'employés, on n'a pas de baisse, on n'a pas de hausse non plus, on a un coefficient positif, donc une hausse, mais qui n'est pas différente de zéro d'un point de vue statistique. Donc, on ne peut pas conclure, mais on n'a pas d'effet négatif. Pareil sur le profit, pas d'effet significatif. Mais on a trouvé, alors ça c'était très intéressant, des effets positifs sur à la fois le chiffre d'affaires et le capital fixe. D'accord ? Donc les entreprises qui ont été réglementées s'en sortent mieux et ont plus investi que les entreprises qui ne l'ont pas été. D'accord ? Alors évidemment, c'est un résultat très, très fort. Donc on a fait des mois et des mois de tests et on n'a jamais réussi à détruire ce résultat malgré tous nos efforts. Du coup, on a cherché des explications. L'une, ça peut être la distribution d'allocations gratuites combinée avec, comment on dit pass-through ? Alors là, j'ai aucune idée en français. Le fait que les entreprises ont un prix sur leurs émissions et si elles ne sont pas en concurrence parfaite, elles peuvent transmettre à leurs clients, faire payer leurs clients pour ces émissions qu'elles doivent payer. D'accord ? Et en fait, comme elles reçoivent les allocations gratuites, elles ne payent pas vraiment ces quotas. Et donc, elles peuvent transmettre des coûts qu'elles n'ont pas. Donc, en fait, ça leur fait des sortes de profits qui tombent du ciel, windfall profits. Il peut y avoir aussi une augmentation de la productivité des entreprises. Ça, c'est des théories très célèbres en économie qui disent que si vous mettez en place une politique environnementale, ça conduit certaines entreprises à
réorganiser leur processus de production pour devenir plus efficaces, parce qu'elles ont cette contrainte. Et en fait, non seulement elles réduisent leurs émissions, mais elles deviennent plus efficaces en général. Le problème, c'est que ça, c'est une théorie qui est séduisante, mais on n'a pas toutes les données pour toute l'Europe pour l'analyser. Donc on peut le faire, mais il faut aller au niveau de chaque pays et demander, par exemple en France, on a d'excellentes données via le CASD, donc vous faites une demande au comité du secret, et c'est ce que je suis en train de faire pour aller regarder. J'ai 1 minute pour conclure ? 2 minutes. Bon. Enfin, sur l'innovation, donc pareil, même méthode, on compare des entreprises exactement similaires, mais certaines ne sont pas réglementées, d'autres le sont. Et la manière dont on a mesuré l'innovation dans les technologies bas carbone dans cette étude, c'est en utilisant des données de brevets. Alors, je suis désolé parce qu'il faudrait que je passe 10 minutes juste à vous expliquer ça. Donc vous devez encore une fois me faire confiance. Les brevets, c'est une mesure de l'innovation qui est évidemment pas parfaite, parce qu'il y a plein de technologies qui ne sont pas brevetées, il y a plein de brevets qui valent rien. Mais si vous vous intéressez à la technologie, à l'innovation, c'est une mesure qui est très intéressante parce que elle est disponible pour toutes les firmes, donc on connaît leur portefeuille de brevets, et elle est technologiquement très précise. On peut savoir exactement quelles sont les technologies couvertes dans ces brevets, parce qu'il y a des codes de classification de chaque brevet. Donc voilà, ça a des avantages, mais aussi des limites, et on est tout à fait au courant de ça. Et du coup, on a regardé les dépôts de brevets dans tout un tas de technologies qui ont été identifiées comme permettant de réduire les émissions. Et on compare des dépôts de brevets à l'Office européen. Donc l'Office européen, c'est assez cher en fait de déposer des brevets là-bas. Et donc d'abord, c'est une mesure commune pour toute l'Europe, et en plus, comme c'est assez cher de déposer, typiquement, si vous avez un brevet dont vous savez qu'il ne vaut rien, vous n'allez pas le déposer à l'Office européen. Donc on pense que c'est un seuil de qualité de ces innovations. Okay, et on a pour cette étude à peu près 3500 firmes, et on compare des entreprises comme ça qui, avant l'ITS, déposaient exactement le même nombre de brevets, et on regarde qu'est-ce qui se passe une fois que certaines d'entre elles deviennent réglementées. Et là, à nouveau, très intéressant, vous voyez qu'entre 2000 et 2005, on ne voit pas de différence entre les deux groupes. Alors les dépôts de brevets, ça varie beaucoup d'une année sur l'autre. Mais ce qui est très clair, c'est qu'à partir de 2005, et alors depuis j'ai étendu l'analyse là, les entreprises qui étaient réglementées, qui étaient dans le marché européen du carbone, qui faisaient face à ces prix sur leur carbone, se sont mises à déposer 30% de plus de brevets dans les technologies bas carbone. D'accord ? Malgré, et ça c'est intéressant, malgré le prix du carbone sur le marché, pour ceux d'entre vous qui connaissent, qui était assez bas, parce que évidemment le prix du marché aujourd'hui n'est pas tellement l'information qui compte pour les entreprises quand elles font leurs investissements en R&D. Ce qui compte, c'est les anticipations sur le prix futur dans 10 ans. Et du coup, à mon avis, c'est compatible avec le prix assez bas qu'on a vu sur le marché, parce que les entreprises savent bien que dans 10 ans, le carbone sur le marché européen, ça vaudra beaucoup plus que les 10 euros moyens des premières années. Et donc, elles réagissent en développant des nouvelles technologies. OK. Bon, pas la peine si, peut-être une seule chose. Bon, les résultats, vous les avez vus. Il y a beaucoup de travail à faire encore pour mieux comprendre les mécanismes, en particulier sur ces aspects performance économique, surtout qu'on a des résultats surprenants. La deuxième chose qui est importante de souligner, c'est les études ex post, c'est formidable, mais évidemment, c'est valide pour la période qu'on a étudiée. Okay ? En l'occurrence, cette période était caractérisée par un prix du carbone assez bas, donc une sévérité de la politique environnementale faible. Et donc, c'est très difficile de tirer des leçons de cette étude pour une période future où le prix serait 5 fois plus élevé. Peut-être que les résultats seraient totalement différents si on avait un prix du carbone à 100 euros la tonne. Ça, je ne peux pas le dire. D'accord ? Ce qu'on peut dire, c'est, pour cette période-là, avec les caractéristiques de la politique, l'effet a été plus d'innovation, moins d'émissions de CO2, pas d'effet négatif sur la performance. D'accord ? Mais si c'était à 100 euros, j'en sais rien. Juste avant pour conclure, un message sur l'évaluation en général. L'ITS, c'est très intéressant parce que c'est
pour les économètres, pour les statisticiens, pas la politique parfaite, on aimerait mieux faire des expériences, mais c'est assez intéressant parce que d'une part, tout le monde n'est pas réglementé, donc ça veut dire que ça nous donne potentiellement ces contrefactuels, ce qui n'est pas le cas si vous mettez une taxe sur le carbone par exemple, parce que là tout le monde paye. Et donc c'est très difficile après de comparer, parce qu'on n'a personne qui ne paye pas la taxe, sauf s'il y a des exemptions, donc on ne sait pas évaluer. Là on peut, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas réglementés. Et en plus il y a des seuils un peu administratifs, des seuils un peu arbitraires, qu'on peut exploiter dans l'analyse statistique. Donc c'est une politique un peu de rêve du point de vue de l'évaluateur. Et en même temps, ce qui est frappant, c'est que cette évaluation future n'était pas du tout anticipée au moment de la mise en place de la politique. D'accord ? Par exemple, on s'est arraché les cheveux pendant... Évidemment, ça a l'air de rien, mais par exemple, pour identifier les 8000 entreprises liées aux 12 000 installations, c'est 1 an de travail de 2 assistants de recherche de la LSI, parce que le premier est quasiment mort en faisant ce truc, pour aller sur Internet, sur Google, et regarder quel est le nom de la boîte et son numéro fiscal, etc. Donc pas d'informations sur les émissions de CO2 pour les non réglementés, pas de collecte de données sur par exemple l'adoption de technologies bas carbone, etc. Donc voilà, pour les préconisations, si on avait pu intégrer l'évaluation future au moment où on avait mis en place la politique, ça nous aurait facilité l'existence. Voilà, merci beaucoup. On aura un temps de discussion tout à l'heure, mais on a 5 minutes pour 2-3 questions de compréhension, s'il y a vraiment des points sur lesquels vous souhaitez des précisions. Oui. Je veux savoir comment fixer la fenêtre autour du seuil. La fenêtre. De savoir en fait quelle entreprise on peut affairer, les codes sont suffisamment proches pour affairer, et Ah oui. Et si le résultat local qu'on trouve sur du seuil n'est pas un problème dans le sens où c'est des grosses entreprises qui vont le plus sauver. Alors, ouais, c'est une excellente question. Alors, il n'y a pas de réponse en fait. Il n'y a pas de réponse du point de vue de la théorie statistique, disons. C'est de la cuisine. Donc, on fait un seuil. Alors, bien sûr, je vous dis ça un peu en plaisantant, parce qu'en vrai, on a quand même des idées précises de ce qu'on pense être un seuil qui est bon. Mais après, il n'y a pas de réponse absolue. Et donc, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle des tests de sensitivity, de sensibilité. Et donc, on essaye différents seuils, on se rapproche de plus en plus. Évidemment, on perd un peu de signal parce qu'on a un échantillon de plus en plus petit. Et on regarde à quel point les résultats sont sensibles à cette fenêtre. Et c'était quoi, je crois que vous aviez un deuxième point sur le fait que ça pouvait biaiser les résultats. Les recherches sur discontinuité, on a toujours un effet qui est local. Ah oui. Si ça ne pose pas de problème dans cette analyse, étant donné que les plus gros pollueurs sont les plus grosses entreprises, et pas forcément... Mais ça rejoint ce que j'ai dit. Donc là, on n'a pas fait des régressions sur discontinuité. On ne peut pas parce que, et alors ça c'est vraiment d'ailleurs un point que j'aurais dû dire, la capacité de production qui détermine l'inclusion des installations est une information qui n'est pas disponible. Et il faudrait qu'on l'ait non seulement pour les entreprises, pour les installations réglementées, mais aussi celles qui sont non réglementées. J'ai contacté tous les bureaux qui ont mis en œuvre l'UTS, peut-être pas tous en Europe, parce que je ne parle pas slovaque par exemple, mais j'en ai contacté un certain nombre, et soit l'information est secrète, enfin j'ai jamais réussi à l'obtenir. Et alors si j'ai une information très intéressante du bureau anglais, où ils nous ont dit en gros, on a fait la liste de toutes les installations qu'on pensait être au-dessus du seuil, on les a contactés, on leur a dit voilà, vous êtes dedans, et si vous pensez qu'un de vos concurrents devrait l'être, s'il vous plaît, dites-le nous. Et ils ont comme ça externalisé le coût de recherche au secteur. Merci. Il y avait une deuxième question. Oui, merci. Moi, j'ai une question de clarification sur la relation de cause à effet entre l'existence du marché et la baisse des émissions. Quand on raisonne, j'allais dire de façon un peu brutale, dans un mécanisme de cap and trade, c'est le cap, c'est le quota global qui va permettre de réduire les émissions. Oui. Le marché n'est là que pour répartir l'effort. Oui, bien Donc, sûr. Comment est-ce qu'on peut raisonner à partir de ça ? Ah oui, là, c'est l'effet du cap, évidemment. Il y a d'autres questions très intéressantes sur quelle est l'efficacité au niveau du coût permise par le fait d'avoir un mécanisme de marché.
Okay, parce que le cap, il est fixé, donc on sait qu'on ne va pas le dépasser, sauf s'il y a du non-respect massif, mais ce n'est pas le cas. À quelle distance on est de l'efficacité maximale, on n'a pas de résultat définitif là-dessus, mais on fait des analyses et je peux vous dire qu'on n'est pas. C'est-à-dire qu'on voit, si vous regardez pour chaque installation les quotas qu'elles rendent, etc., il y a plein d'installations qui émettent exactement ce qu'elles ont reçu comme quota gratuit. Hallucinant. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas qu'il y a un marché. Elles reçoivent 1000 quotas gratuits et elles prennent ça comme une norme. Et elles se contentent d'émettre 1000. Et elles ne savent pas qu'en fait, elles auraient pu émettre 1100 et en acheter 100 sur le marché. Donc, c'est pour les premières années. Peut-être qu'il y a un effet d'apprentissage. Mais bon, c'est des questions différentes, à mon avis, de celles qu'on a. Là, c'est l'effet du cap, c'est clair. Pour les grands groupes, je souhaiterais savoir si, plutôt que de les sortir de l'échantillon, vous ne pouviez pas trouver des jumeaux européens, par exemple pour EDF, pour les apparier, pour trouver une solution pour les traiter. Ouais, c'est une très bonne idée. Le problème, c'est qu'en Europe, les jumeaux, ils sont aussi réglementés. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a pris des jumeaux aux États-Unis. Parce que là, il n'y a pas de marché, enfin, pas partout, disons. Donc, on peut faire ce genre de choses. On peut aller regarder des jumeaux, mais dans un autre pays où il n'y a pas la réglementation. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est faire des hypothèses. C'est dire, faisons l'hypothèse que pour les grosses, l'effet était totalement différent. Par exemple, qu'il y a eu une baisse de la performance de 10%. Dans quelle mesure est-ce que ça modifie le message final ? Ça, c'est l'autre solution. Oui, tout ça, on l'a fait, oui, c'est dans l'étude. Mais ça ne change pas tellement. Enfin, on l'a fait, en fait, je vais un peu trop vite. On l'a fait pour l'innovation. Est-ce que je l'ai fait pour la performance ? Non, je ne crois pas. Ok, bon, je vais leur le faire. Bonjour. Une question un peu innocente, mais qui provient du fait que vous avez envisagé de multiplier le prix du carbone par 10. Quelle est l'économie de ce prix du carbone ? Autrement dit, c'est une affaire gagnant-gagnant, perdant-perdant. Ça fonctionne comment au plan économique, la taxe et sa perception ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. On multiplie le prix du carbone. Vous avez envisagé de multiplier le prix du carbone, non ? Non, justement, ce que j'ai dit en conclusion. Ah non, j'ai fait justement 0 hypothèse là-dessus. Non, la seule chose que je peux faire, c'est regarder le prix qu'on a observé. Et justement, ce que je disais, c'est si c'est à 100 €, je ne sais pas. On prend juste la dernière question de Fabrice et ensuite on passe à Alexis. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si vous avez un renseignement parmi celles qui sont traitées, celles qui ont précisément été achetées des permis ou au contraire qui en ont vendu. Et si oui, est-ce que vous êtes capable de dire si, par exemple, celles qui vendent des permis ont eu une performance économique ou des investissements différents des autres ? Oui, c'est pour ça qu'on a toutes ces données-là, parce qu'on a les données pour toutes les installations sur le nombre de permis qu'elles reçoivent, le nombre d'émissions et les quotas qu'elles rendent, et combien elles en ont acheté, etc. Et par exemple, pour la performance économique, ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui ont réduit le plus leurs émissions sont aussi celles dont la performance économique a le plus augmenté. Donc ce genre d'analyse, on peut les faire. Mais évidemment, vous voyez que ces informations, elles sont disponibles que pour les entreprises, que pour les installations réglementées, parce que les autres, elles sont hors marché, donc évidemment, elles commercent, enfin, elles échangent pas ces quotas. Merci beaucoup. On va passer donc à la présentation d'Alexis Gatier sur la tarification incitative de la collecte des ordures ménagères. Donc tu as 25 minutes, Alexis. Alors, j'ai appelé ça « trier plus pour payer moins ». Donc, après les grands enjeux émissions de carbone, on est de retour à quelque chose de un petit peu plus trivial, les déchets. Mais il y a des similarités, à la fois dans les enjeux, puisqu'on parle d'externalité, et dans les méthodes, puisqu'on a utilisé aussi là une méthode d'appariement, de matching, sur une politique complètement différente. Donc c'est
un travail que j'ai fait à l'époque quand j'étais au Commissariat général au développement durable en 2016. Il s'inscrivait entre autres dans le comité de la fiscalité écologique et il a été publié au CGDD et il repose essentiellement sur des données fournies par l'ADEME avec des données de l'INSEE. Alors, les ordures, j'ai dit, on redescendait un petit peu, mais c'est quand même un sujet à enjeu, et c'est un sujet qui peut aussi être lié, puisqu'il y a des implications en termes d'émissions de CO2. On peut distinguer un petit peu grossièrement un enjeu budgétaire de financement du service public de la collecte des ordures ménagères, qui s'élève à peu près à 10 milliards par an. C'est quelque chose qui a fortement progressé. Dans les années 90, c'était à moins de 2 milliards par an. Ça a progressé significativement plus vite que l'inflation ou même que le PIB en nominal. Ça a progressé de 7% par an, c'est assez considérable. Mais il y a un enjeu qui est assez important pour nous, qui est l'enjeu environnemental. Donc les coûts qui ne sont pas inclus dans les coûts véritablement budgétaires de financement du service public, qui se rapportent à la qualité de l'air en cas d'incinération, aux émissions de CO2, c'est pas inscrit, mais c'est peut-être ce qui est le plus important, dans différents modes de traitement, à la qualité des sols et de l'eau en particulier, quand on décide d'enfouir ces ordures ménagères, et plus largement les externalités qui sont liées à la question de la production et l'utilisation des matières dès le moment de leur extraction. Donc, à partir de ces externalités a été élaborée une sorte de hiérarchie des modes de traitement où on préfère certains traitements et certaines utilisations des déchets ou même une prévention des déchets, avec tout en haut la réparation, donc ne pas produire ou retarder la production d'un déchet, ensuite le recyclage, ensuite la valorisation, qui peut être une valorisation via du compostage ou une valorisation énergétique, donc on brûle et on récupère l'énergie. Et ensuite, les méthodes d'élimination, au pluriel, puisque ça peut être par une incinération sans récupération d'énergie ou par un enfouissement. Donc il y a aussi une hiérarchie selon les externalités entre ces différentes méthodes d'élimination. On ne va pas détailler ça, ça fait l'objet de différentes méthodes d'analyse, donc qui essayent de chiffrer à la fois en termes de CO2, mais en termes de pollution de l'air, etc., et de trouver de construire comme ça une métrique commune en termes d'euros par tonne de déchets pour les différents modes de gestion des déchets. Alors, le financement de la gestion des déchets en France. On parle ici du financement par les administrations publiques qui se passe dans le budget des collectivités locales, le budget de l'État ou de l'ADEME qui soutiennent essentiellement les collectivités locales, en particulier avec un appui technique pour la mise en œuvre de leur politique déchets. Il faut savoir aussi qu'il y a un financement privé de cette gestion des déchets. Les entreprises au-dessus d'une certaine taille doivent faire appel à des gestionnaires privés pour éliminer leurs déchets et répondre donc à des obligations. Donc là, on va parler plutôt de la collecte des ordures ménagères et assimilées. Et assimilées, c'est les déchets des petites entreprises, typiquement les commerces dans la rue, qui ont leurs déchets pris en charge de la même manière que ceux des ménages. Les méthodes de financement pour les ménages sont principalement de trois types, de redevances, de taxes ou de redevances ou taxes incitatives. Elles ont des conditions légales un petit peu différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le système prédominant qui concerne une écrasante majorité de la population. Les entreprises donc, dont les déchets sont collectés par ce service public, donc qui ne font pas appel à des gestionnaires privés, payent aussi une taxe aux redevances ou redevances spéciales, qui est quelque chose qui s'applique uniquement à elles. Et d'autres entreprises, mais là c'est pas pour la prise en charge de leurs déchets, c'est la prise en charge des déchets que leur activité génère vu ce qu'elles produisent, versent des contributions à des éco-organismes qui viennent financer le service public de gestion des déchets.
Donc la taxe ou la redevance ont des propriétés différentes. La taxe, ça sied principalement ça sied uniquement sur la valeur locative cadastrale, alors qu'une redevance a son assiette qui est au choix de la collectivité qui met en œuvre la collecte, et donc ça lui donne la possibilité éventuellement, ça lui a toujours donné la possibilité de définir des critères incitatifs, puisque les collectivités sont entièrement libres de fixer leur redevance. Les redevables ne sont pas les mêmes, ce sont les propriétaires pour la taxe et ce sont les occupants pour la redevance, sachant que les propriétaires reportent sur les occupants. Et la taxe est collectée par le Trésor public qui facture sa collecte. Et enfin, il y a une obligation réglementaire d'équilibrer le budget dans le cas d'une redevance, c'est-à-dire que la redevance doit financer entièrement le service rendu au ménage, et seulement ce service rendu au ménage, alors que la taxe peut financer moins que ce service, et donc la collectivité peut prendre en charge le reste via son budget général. Certaines choisissent d'ailleurs de financer uniquement ce service par leur budget général, sans faire appel à des redevances ou des taxes. Ce sont en particulier des collectivités qui ont des fortes sources de revenus par ailleurs, par exemple, vu les entreprises qui sont situées sur leur territoire. Donc l'incitativité est possible depuis la création de la redevance en 1971, alors que pour la taxe, ça a dû être prévu explicitement dans la loi en 2012, dans le but explicite de généraliser les modes de tarification incitatifs, donc incitatifs qui incitent à réduire les quantités de déchets. Et donc, en tant qu'économiste, ce qui nous intéresse, c'est la répercussion des coûts sur l'utilisateur. Elle est souvent incomplète pour la TEOM puisqu'elle ne finance pas tout le service public. Elle est peu visible et non individualisée. Il n'y a rien qui relie la TEOM, si elle n'est pas incitative, aux quantités de déchets produites. À l'inverse, la redevance, quand elle est incitative, elle peut être reliée directement aux quantités produites, et en tout cas le coût est complètement répercuté sur l'utilisateur citoyen. Alors, la tarification incitative en pratique, donc, je vais enfin parler de ce que c'est vraiment, c'est une disposition facultative qui permet de relier les quantités de déchets produites par les habitants à la facture qu'ils payent, c'est-à-dire les faire payer plus quand ils jettent plus de déchets. Ça peut être fait de différentes manières. Ça peut être fait par une mesure du volume, une mesure qui peut être, on va dire, fixe dans l'année, c'est-à-dire chaque ménage peut choisir, ou chaque habitation peut choisir un nombre et un volume différent de bacs en fonction de sa production habituelle de déchets. Mais ça peut aussi être selon la fréquence des passages, c'est-à-dire combien de fois une poubelle est présentée pour être collectée. Ça peut être dans des sacs spécifiques, et ça peut être aussi en fonction du poids, puisqu'il y a des camions qui sont équipés de technologies qui permettent de peser les poubelles quand ils les récupèrent, ce qui nécessite un petit peu d'investissement, mais toutes les solutions nécessitent un petit peu d'investissement, ne serait-ce que pour effectuer une sorte de comptage. En habitation collective, c'est un petit peu plus difficile, puisque les charges doivent être réparties au sein de l'habitation. Donc elles sont facturées collectivement, et ensuite le gestionnaire d'immeuble la répercute dans les charges et peut définir des critères. Donc là, on voit qu'il va y avoir une difficulté. Le signal prix va éventuellement s'arrêter une étape avant la fin, ou en tout cas être un petit peu dilué, puisque si on est dans un grand immeuble, si on produit un peu plus de déchets, ça sera payé entre autres par ses voisins. Il y a des solutions technologiques qui existent pour ça, comme des conteneurs qui sont accessibles avec un badgeage, ou comme les sacs spécifiques qui doivent être achetés dans ce cas-là par chaque personne. Alors, la France n'est pas du tout pionnière dans ce domaine. C'est quelque chose qui est très répandu à l'étranger et où il y a eu des expériences depuis longtemps, même depuis les années 50, voire avant, dans certaines collectivités très spécifiques. Mais il y a eu surtout un développement dans les années 60, 70, 80, 2000,
Et il y a des endroits où ça concerne pratiquement 100% de la population. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Autriche, c'est le cas en Finlande, c'est le cas dans certaines parties de la Belgique, donc où toutes les collectivités, de facto ou de jure, sont passées en tarification incitative. Les effets qui sont constatés sont à peu près toujours une réduction des volumes produits et une augmentation du tri. Là, on voit un graphique qui a été produit par l'OCDE dans une étude de cas sur 3 pays. Il y en a sur beaucoup d'autres pays. C'est un petit peu plus compliqué sur d'autres variables qu'on peut considérer, comme les coûts. Là, on va s'intéresser principalement au volume, mais la question du coût est assez importante aussi. En tout cas, les baisses de volume sont d'ampleur assez différentes selon les solutions qui sont mises en place, mais elles sont notables. Ce qui est retenu le plus souvent à l'étranger comme mode de tarification, c'est le volume plutôt que le poids, parce que c'est ce qui nécessite les investissements les plus légers. Alors, voici un petit graphe qui vous montre le développement de cette tarification en France. Je ne sais pas si tout le monde arrive à bien voir, mais en gros, ce que l'on voit en rose, c'est le nombre de collectivités qui ont mis en place des tarifications incitatives. Donc, on va s'intéresser surtout aux redevances incitatives pour lesquelles on a beaucoup plus de données. En rose, c'est au nombre de levées, donc au nombre de fois où une poubelle est présentée. En vert, c'est au poids. En bleu, au volume des bacs. Et en violet, ce sont des sacs payants. Donc, on voit que ce qui est mis en place le plus souvent, c'est une tarification au volume. On sait par exemple que les sacs payants, les gens n'aiment pas. C'est des retours qui sont venus assez souvent. Le fait de payer à chaque fois qu'ils achètent des sacs et de devoir faire ça régulièrement, c'est assez mal vécu. Donc, d'autres solutions ont été retenues plus souvent. Donc, ce qu'on constate aussi, c'est un essor récent depuis 2011. Donc là, il n'y a pas les données les plus récentes, mais il y a encore une progression assez forte sur les années après 2014. Et la progression très forte qu'on observe depuis 2011, c'est surtout dû à la mise en place d'aides de l'ADEME, puisque l'ADEME, suite à un certain nombre d'études qui pointaient les avantages de ce type de tarification pour réduire les quantités de déchets produits et pour inciter au tri, puisque dans ce type de tarification, les gens ne payent pas pour les quantités produites et triées, donc mises dans la poubelle jaune. L'ADEME a mis en place un certain nombre d'aides, des aides à investissement, des aides forfaitaires de type 6 € par habitant et par an, 6 € par habitant pour l'année de passage, et des aides techniques pour également le financement d'études de faisabilité. Ce qu'on constate aussi, c'est que le développement a été particulièrement important dans les zones rurales et dans les zones mixtes, donc semi-rurales, semi-urbaines, en raison de ce que j'ai déjà évoqué précédemment. C'est plus difficile avec de l'habitat collectif. Et donc, les collectivités rurales se sont davantage impliquées là-dedans, puisqu'il y avait une certaine facilité, vu le nombre de maisons, de répercuter sur chacun sa production de déchets. Et c'était plutôt mieux compris, même s'il y a eu un certain essor dans les années récentes, en particulier en 2012, qu'on voit surtout comme zone urbaine, c'est Besançon, qui est passé aussi en tarification incitative. Alors, si on regarde une carte de France, on voit une sorte on peut se demander s'il n'y a pas une émulation locale ou même des phénomènes de mode local. C'est particulièrement développé dans certaines régions. Alors, j'ai mis les anciennes régions, ça peut faire un petit peu has-been, mais on les a encore bien en tête. Ça a été particulièrement développé en Pays de la Loire, en Franche-Comté, en Alsace, en Lorraine, un petit peu en Bourgogne et dans le nord de Rhône-Alpes. Et donc, il y a des sortes de phénomènes un petit peu de mode local qui ont répandu ce mode de tarification. On va s'intéresser à mesurer donc l'effet sur les quantités produites. C'est ça qui nous intéresse. On a des données qui sont fournies par l'ADEME et on va s'intéresser au tonnage par habitant dans les différents flux collectés.
Donc, dans un premier temps, on va adopter une approche descriptive. On va comparer les évolutions en gardant en tête que on ne pourra pas, dans ce premier temps, on ne pourra pas s'affranchir de certains biais. C'est-à-dire qu'on va regarder une double différence. On compare les évolutions des tonnages entre des collectivités qui ont changé leur mode de tarification et les autres. Donc on fait une double différence, une différence dans le temps et une différence entre collectivités. Ça permet de s'affranchir de deux effets, un effet simplement temporel et un effet simplement en collectivité. Mais quand il y a un effet croisé, on ne peut pas s'affranchir de cet effet. Par exemple, des collectivités, une partie de l'évolution pourra venir de caractéristiques qui sont propres aux collectivités qui sont passées en tarification incitative. Il y avait une sorte de fibre locale pour améliorer la gestion des déchets, pour faire une sorte d'incitation non monétaire auprès des habitants, qui peut avoir eu son rôle et donc qui va faire un effet croisé qui ne va pas disparaître dans cette première analyse. Alors cette première analyse ici sur un graphique ce qu'on peut appeler la poubelle grise, les ordures ménagères résiduelles. On a représenté en abscisse les quantités collectées en 2005 en kilogrammes par habitant et on a ordonné les quantités collectées en 2013. Donc tout ce qui est en dessous de la première bisectrice, au-dessous de la droite au milieu, c'est les collectivités où les quantités ont été en baisse. Et donc ce qu'on voit en rouge, c'est toutes celles qui sont passées en tarification incitative. On voit les moyennes qui sont représentées dans la marge, et on voit qu'il y a une baisse très forte de ces quantités pour les collectivités en tarification incitative, beaucoup plus forte que ce qui s'observe pour la plupart des autres collectivités, donc cette sorte de nuage un petit peu gris, qui est quelque chose d'assez remarquable. Pour les quantités triées, donc le tri principal de la poubelle jaune, c'est l'inverse. On voit une augmentation dans la plupart, mais pas toutes, les collectivités qui sont passées en tarification incitative, une augmentation qui est plus comparable quand même à ce qui existe dans d'autres collectivités. Pour les tonnages de verre, c'est un petit peu plus difficile à distinguer. On voit qu'on est sur quelque chose d'assez comparable. Donc là, c'est dans une analyse un petit peu graphique, ça ne saute pas aux yeux. Pour les tonnages en déchetterie, on a quelque chose d'extrêmement hétérogène. Ça dépend de la présence ou non d'une déchetterie. Les résultats sont moins évidents. Si on place sur un graphique l'intégralité des années pour lesquelles on a des informations avant ou après la date d'application d'une redevance incitative, ça donne un graphique comme ça pour la poubelle grise. Et donc, ce qui nous surprend là, c'est qu'on voit une baisse brusque et forte des quantités produites avant même le passage en tarification incitative. Un an avant, on voit déjà une baisse des tonnages. Alors ça, on peut l'expliquer en partie. Quand les collectivités changent leur mode de tarification, elles font en général une année blanche, c'est-à-dire qu'elles informent les ménages de ce qu'elles auraient dû payer si on avait changé de mode de tarification, mais on ne leur facture pas. Et les ménages sentent déjà, voient déjà cette incitation et peuvent adapter leur tonnage. C'est aussi, mais donc du coup, c'est pas une adaptation à un signal prix, c'est une sorte d'effet culturel qui a lieu, qui a trait à l'ensemble de la politique déchets et donc pas seulement au signal prix. Donc on a débarqué un petit peu avec nos gros sabots d'économistes en se disant qu'on allait répercuter un signal prix, que les ménages allaient réagir à ça. Et en fait non, ils s'adaptent avant même ça et ils réduisent leur tonnage avant et ensuite ils les stabilisent. Donc comme s'il y avait une sorte de limite au-dessous de laquelle ils avaient plutôt du mal à descendre et donc un apprentissage qui était assez brusque et pas continu dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose d'assez surprenant. Donc on voit un peu l'inverse quand on regarde la poubelle jaune. Les quantités augmentent assez brusquement, un petit peu avant la mise en place également. Et donc on va s'intéresser très rapidement, puisqu'il me reste peu de temps, à la mesure de l'effet propre donc, du passage en RI. Donc c'est là qu'est l'enjeu d'évaluation des politiques publiques, c'est d'isoler l'effet causal. Et alors pour ça, on va s'appuyer sur une méthode que maintenant vous connaissez très bien. Donc je m'appuie sur les épaules de mon prédécesseur avec un graphique beaucoup moins beau, qui est la méthode de matching. Donc on va apparier
les collectivités à d'autres, et on va constituer une sorte de groupe témoin. Ici, on choisit 10 collectivités autour de chacune. Bon, il y a plusieurs tests de robustesse qui ont été faits, mais ça permet de choisir quelque chose de simple, où on n'est pas accusé d'avoir choisi pile le nombre qui nous convenait. Et ce qu'on va choisir comme déterminant, c'est les variables qui expliquent à la fois le fait de passer en tarification incitative et le fait de réduire ces quantités de déchets. Donc il y en a tout un nombre. Alors, à l'inverse de l'étude précédente, où on avait le cas d'une sorte de politique idéale avec une règle obligatoire à seuil. Ici, on a une politique vraiment pas idéale, c'est-à-dire que c'est un choix des collectivités et on ne sait pas vraiment pourquoi elles le font, même si on peut chercher des explications dans certaines variables qu'on observe. Et alors voilà le résultat. Donc ça fait quelque chose d'un petit peu similaire à ce qu'on avait vu précédemment. Donc en violet, le groupe qui est passé en redevance incitative, en orange, le groupe de contrôle, et en bleu, la population totale. On voit qu'on s'éloigne du groupe de contrôle petit à petit. Là, on s'intéresse aux collectivités qui sont passées en redevance incitative en 2012 et 2013, et donc on réduit beaucoup plus les quantités de déchets en poubelle grise, on augmente ceux en poubelle jaune, et ça commence un petit peu avant l'année de mise en œuvre. Et le total diminue, c'est-à-dire que si on regarde l'ensemble des déchets sur tous les flux, ça c'est un petit peu une question, où sont passés les déchets disparus? C'est pas juste des déchetteries en plus, c'est une vraie réduction. Donc on aime appeler ça l'effet prévention, d'autres diront qu'il y a un effet rejet, par exemple rejet dans la nature. Ça c'est quelque chose d'assez difficile à mesurer, on a attaqué ça par d'autres statistiques, parce que évidemment on n'a pas de statistiques exactes sur ce que les gens jettent par ailleurs, mais en tout cas l'ordre de grandeur de cet effet nous donne quelque chose d'assez comparable avec ce qui a été observé dans d'autres pays et dans ce qui est dit par on va dire des professionnels comme à l'ADEME, comme ce qui est possible de réduire par les habitants, par exemple par l'utilisation de composteurs ou d'autres méthodes pour diminuer les quantités triées. Donc voilà un petit peu un tableau de résultats. On diminue de 66 kg par habitant, c'est énorme, la quantité d'ordures ménagères résiduelles, donc en poubelle grise. On augmente le tri du verre et des déchets, on diminue le total. Les effets sur les biodéchets et les déchetteries sont beaucoup moins nets. On a essayé de regarder ce qui se passait sur la qualité du tri. C'est quelque chose qui n'est pas évident parce qu'on n'a pas de très bonnes données. On a des taux de refus de tri pour certaines années dans les tonnages de poubelles jaunes. Est-ce que les ménages ont tout bourré dans leurs poubelles jaunes pour payer moins cher? Ce que ça nous dit, c'est à long terme, il semble que non. C'est-à-dire celles qui sont passées en redevance incitative depuis un certain temps n'ont pas de différence sensible, ont même moins de rejet de tri que chez les autres collectivités. C'est une analyse un petit peu parcellaire, mais ça nous donne un signe. En revanche, c'est un petit peu plus élevé pour ceux qui sont passés récemment, donc on peut imaginer qu'il y a un apprentissage, ou alors on peut imaginer que les raisons qui les ont fait passer différaient singulièrement, et peut-être qu'il y a un moins fort soutien dans la population. Donc voilà, c'est terminé pour les questions auxquelles on a à peu près correctement répondu. Il y a des questions auxquelles on n'a pas correctement répondu ou pas répondu. La question des coûts, ça a été exploré dans d'autres travaux. C'est plus difficile parce que les données sont également parcellaires. Il y a des données de matrice des coûts. Globalement, ce que ça dit, c'est que ça réduit quand même les coûts année après année de collecte des ordures. En revanche, il y a un investissement à payer la première année qui peut être éventuellement assez fort pour se doter de nouveaux matériels. Les déchets déposés chez le voisin, ça, aucun moyen de savoir, à part avec des enquêtes de terrain, mais c'est pas ça qui aurait baissé les quantités totales, puisque ça serait retrouvé dans le total. Et enfin, les déchets déposés dans la nature. Pour ça, on a regardé des statistiques sur les infractions liées aux déchets, donc les condamnations et compositions pénales qui ont eu lieu dans les différents départements. On relie ça avec le nombre de collectivités, la proportion de la population en tarification incitative. Les résultats sont un petit peu ambigus. On a très peu en raison du faible nombre d'infractions relevées, mais ça pourrait laisser penser à une légère augmentation dans certains départements, donc effectivement un effet négatif en termes d'incivilité. Et enfin, pour terminer sur l'actualité, dans le projet de loi de finances de cette année, il y a plusieurs mesures qui soutiennent
donc la taxe incitative sur les déchets, en particulier en précisant les dépenses qui sont à inclure dans les dépenses de gestion des déchets, une autorisation à dépasser le seuil de recettes de l'année précédente de 10% et une diminution des frais de gestion collectés par l'État. Merci. Merci beaucoup, Alexis. On va faire comme tout à l'heure, on va commencer par les quelques questions de précision, compréhension sur l'étude d'Alexis, puis ensuite on ouvrira plus largement le débat sur l'ensemble des deux études pour des questions plus larges, s'il y en a. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, là-bas au fond. Bonjour. Deux petites questions. Une première que vous avez abordée à la fin sur les déchets qui partent dans la nature. J'ai pas du tout de statistiques sur le sujet, mais j'ai entendu parler, par exemple, qu'au niveau du territoire de Belfort, il y avait eu des mesures qui avaient été prises au niveau de la frontière avec la Suisse parce qu'il y avait des sacs poubelles qui étaient déversés près des supermarchés, notamment où les gens allaient faire leurs courses. Voilà, tout à fait. Donc, bon, il y a quand même un certain nombre d'aspects. Et quid de l'impact au niveau sanitaire de ces choix, quand on a 52 collectes par an qui passent à 18 collectes dans l'année, avoir un surcoût, est-ce que ça a un impact au niveau sanitaire? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'aperçoit que finalement, les villes sont plus sales, ou il y a des problèmes de santé qui se posent du fait de cette moindre collecte? Alors, c'est des questions qui sont à la fois très pertinentes, mais auxquelles je vais avoir du mal à répondre, puisque j'ai pas d'informations spécifiques là-dessus. Effectivement, c'est des choses qui sont reportées par certaines collectivités. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que les collectivités ont une grande marge de manœuvre pour gérer leur tarification incitative. En particulier, elles ne sont pas obligées de mettre des tarifs très importants associés à chaque quantité de déchets. Et en pratique, elles font financer une partie minoritaire de leur collecte des déchets par la partie incitative. En taxe incitative, c'est limité par la loi à 45% du total, donc il y a au maximum 45% du total qui est lié aux quantités. En pratique, les collectivités choisissent un nombre beaucoup plus bas, justement pour que ça ne soit pas trop tentant pour les gens d'aller balancer leur poubelle n'importe où. Sur le sujet de la frontière avec la Suisse, j'avoue que c'est quelque chose que je ne savais pas particulièrement. Sur les impacts sanitaires, je pense qu'ils sont trop faibles pour qu'on puisse les mesurer. C'est des choses qu'on peut éventuellement imputer quand on a des chiffres. Quand on a avec les chiffres, par exemple, de réduction dans les quantités de déchets produits, quand on les répartit selon le mode de traitement, ensuite on peut éventuellement essayer de chiffrer les externalités. Pour ce qui est du reste, on est un petit peu en mal. Donc ça, c'est un petit peu un problème de l'évaluation, c'est qu'on peut souffrir parfois du syndrome du réverbère. C'est-à-dire que quand on a des données, quand on a des informations, on regarde, elles donnent des résultats, sauf qu'il y a une partie de l'histoire qui est en dehors de ces données, et effectivement, à laquelle on n'a pas forcément accès. C'est pour ça qu'on a essayé de s'intéresser à des données de police et de justice, qui sont malheureusement loin d'être exhaustives. On a des chiffres de condamnation par département pour des raisons liées aux déchets qui sont au maximum de quelques dizaines sur toute une période. Donc c'est pas la priorité de la police de poursuivre les gens pour ça. Et donc c'est pas, on va dire, ça empêche un petit peu notre analyse.
Oui, puis il doit y avoir le problème que quand une municipalité met en place ce genre de politique, elle peut demander aux policiers de vérifier ça un peu plus, et donc peut-être que c'est juste une augmentation des efforts de la police pour chasser ce genre de délit que du nombre de délits, tout ça. J'ai une question en fait en plus. Parce que entre les deux études, il y a une différence fondamentale dont tu as parlé, qui est que dans le cas de l'ITS, la politique est imposée par la Commission européenne, en gros, individuellement aux entreprises. Mais dans le cas des politiques incitatives de déchets, c'est les municipalités qui décident. Donc il y a de l'autosélection, c'est les municipalités qui décident. Et donc c'est beaucoup plus dur en fait de gérer ce problème avec les techniques d'appariement dans ton cas que dans le mien. Et du coup, je voulais savoir quelles étaient les variables que tu avais utilisées pour le matching. Par exemple, moi j'aimerais bien, typiquement je mettrais le pourcentage de la population qui a voté écolo aux élections d'avant. Parce que ce qu'on craint, c'est que les municipalités les plus écologistes vont voter, enfin là où les électeurs sont les plus écolos, ils vont voter pour un maire qui va va mettre en place cette politique, et du coup elles sont systématiquement différentes. Et du coup, il y a d'autres choses qu'on peut faire, par exemple comparer entre elles des municipalités qui ont mis en place la politique incitative mais à des moments différents, ou comparer des municipalités qui ne l'ont pas mise en œuvre avec des municipalités qui l'ont mis en œuvre, qui ont mis en œuvre cette politique, mais ce n'était pas dans le programme politique du maire qui a été élu, par exemple. Voilà, des suggestions ou des questions. Alors, oui, c'est extrêmement pertinent. C'est quelque chose qu'on avait pensé faire en fonction de données sur les élections. Ça n'a pas été fait finalement. Il y avait un petit peu des difficultés de traitement et d'accès, par exemple, aux couleurs politiques des différents élus, même si c'est quelque chose... Alors, les proxys qu'on aurait pu utiliser, c'est des résultats à d'autres élections, comme la présidentielle, là, qui sont disponibles à un niveau assez fin, et donc regardez, mais c'est... in fine, c'est pas une méthode qu'on a retenue. Dans les choses qu'on a fait par contre, c'est comparer différentes années de passage en tarification incitative. On se disait peut-être que celles qui ont mis ça en place en premier étaient les plus volontaristes. Elles ont fait ça avant qu'il y ait des incitations financières de l'ADEME, et elles auront des meilleurs résultats. C'est pas quelque chose qu'on a constaté. C'était assez... les résultats étaient même légèrement en deçà pour celles passées le plus tôt, même si c'est un petit peu difficile parce qu'on parle d'une poignée de collectivités. Mais en tout cas, il n'y avait pas, on n'avait pas une apparition de l'effet inverse. Dans les choses qu'on a faites aussi et que je n'ai pas mentionné, c'est comparer différents modes de tarification selon qu'on pèse, selon qu'on fait acheter des sacs à usage spécifique, selon qu'on mesure le volume, etc. Ce qui marche le mieux, c'est le poids. C'est-à-dire quand le camion poubelle pèse les poubelles grises, ça c'est la meilleure incitation. On voit que ça, en tout cas, c'est ça qui a fonctionné le mieux. Encore une fois, on est sur une poignée de collectivités. Ce qui marche le moins bien, c'est quand il y a un volume mais qui n'est pas contrôlé, où on contrôle juste quelle taille de bac on a donné et quelle fréquence de passage éventuellement à demander le ménage, mais pas le nombre de présentations du bac. Donc ça, quand c'est un petit peu cette sorte de volume fixe, ça marche moins bien. Et ça marche quand c'est les sacs, mais on va dire que les gens s'en plaignent assez régulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, j'ai une question en fait concernant aux deux orateurs. Donc ce que vous présentez, c'est des études économétriques, donc elles permettent d'attribuer un effet à une cause, c'est-à-dire un changement de politique. Et on voit bien que dans vos études, vous faites apparaître des questions en disant, tiens, on voit apparaître telle tendance, peut-être est-ce que ça traduit tel ou tel effet. Est-ce que vous complétez vous-même ou dans vos équipes ces études par des études avec une autre méthodologie qui est la méthodologie sur les évaluations basées sur la théorie d'action?
C'est-à-dire que quand il y a une intervention publique, elle se base sur le fait qu'il y a des hypothèses sur le fait qu'on va atteindre telle catégorie de la population qui va agir de telle façon et que cela, ça va nous produire tel effet. Donc ce sont ces évaluations de théorie d'action, theory-based evaluation, qui permettent de donner aux décideurs un retour sur le comportement des acteurs face à cette politique. Est-ce que c'est une commande qui a été faite, qui vous est faite de temps en temps, ou est-ce que par les décideurs ou pas? Oui. Alors j'avoue que moi je suis un peu étranger à ce genre de méthode, donc je n'ai pas particulièrement de retour sur leur utilisation. Oui, moi ce que je peux dire, c'est que ce dont les décideurs se plaignent tout le temps, à juste titre, c'est de l'aridité des études qu'on produit. Parce que c'est des chiffres, c'est des moyennes, et en fait, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qui se passe concrètement. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est qu'on complète ce type d'études économétriques par des surveys, qu'on décroche notre téléphone et qu'on aille interroger les entreprises sur quels sont les comportements qu'ils ont mis en œuvre pour réduire leurs émissions, quelles sont les technologies qu'ils ont adoptées, et qu'on aille... évidemment, on ne peut pas le faire pour 6000 entreprises, c'est impossible. Et donc, on complète ça plus par des études de cas qui illustrent comment les comportements ont changé au quotidien. Parce que ça, c'est vrai qu'on ne le capture pas du tout. On voit que des chiffres agrégés, et ça a un certain intérêt, mais aussi des limites. Oui, sur ça, effectivement, ça c'est quelque chose sur lequel on s'appuie aussi. Alors, c'est pas ce que j'ai mené moi, mais en tout cas, je me suis intéressé à ce qui ressortait d'études de cas, puisque sur le cas des déchets, l'ADEME en a fait beaucoup, y compris des études de cas étrangers. En mars 2018, ils ont fait un recensement, donc un petit peu dans certains pays, quel était l'état de ce type de politique, et dans ces pays-là, aller prendre des collectivités et leur demander voilà, comment vous êtes passé, comment vous avez changé votre méthode de tarification, qu'est-ce qui s'est passé, et un peu qualitativement, quelle a été à la fois l'influence, le contexte politique, les retours des habitants, etc. Donc oui, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, à la fois sur cas français et étrangers. C'est les études de cas. Oui, je sais pas où est le micro en fait. Oui, bonjour, Guylaine Yerso. Première chose sur donc l'étude... On ne vous entend pas très bien. Oui, première chose sur l'étude ETS. Ce qui est intéressant de se constater aujourd'hui, je voulais savoir si vous allez pérenniser un peu cette étude, puisque le prix du carbone a augmenté de 30% depuis le début de l'année. Donc, de voir quelles vont être les conséquences. Et aussi rappeler que quand même les entreprises ont été, vous l'avez dit en incidence, il y a eu une surallocation. Donc, alors je n'ai pas les nouveaux dispositifs de l'ETS, il y a tout un projet et ça devrait se terminer. Il faut voir après ce que ça va donner. Parce que j'étais interrogatif sur certaines conclusions. Mais je n'ai pas vu votre étude dans le détail, bien évidemment. Mais ça serait intéressant de voir un peu tous les éléments. Parce qu'effectivement, le prix du carbone a été très fort aux alentours de 30 €. Après, il est descendu à 6, 7 €. Puis aujourd'hui, depuis le début de l'année, il est à 20 € la tonne. Donc puis, en même temps, vous avez dit les comparatifs. J'étais interrogatif, puisque quand même, aux États-Unis, vous avez un marché du carbone, enfin, il y a un marché du soufre aussi, qui permet aussi de voir un peu comment ça peut jouer. Et pareil, en Chine, par exemple. Il y a des marchés régionaux. Sur la question des déchets, j'étais pareil, mais heureusement, merci d'abord quand même merci à France Stratégie pour ce débat et pour vos études. D'abord, rappeler quand même que cette taxe incitative, elle en discute au moins depuis 20 ans, facile. Donc la difficulté de la mise en œuvre, et effectivement, il y a très peu de collectivités qui la mettent en œuvre, parce que justement, tout à l'heure, il y a une question par rapport à la question politique. Et donc, il y a d'autres dispositifs
Et les intégrer, vous y avez fait allusion tout au début de votre débat, mais la TGAP, enfin tous les dispositifs. Donc c'est un petit peu difficile de parler de la taxe incitative sans aborder tout le dispositif de politique de gestion des déchets. Et rappeler aussi que cette taxe incitative, malheureusement, concerne les déchets qui ne sont pas forcément les plus polluants. Donc il y a les déchets dangereux, il y a tout un tas de choses. Et attention, effectivement, comme vous l'avez très justement suggéré, le problème, c'est qu'on ne devrait pas être dans le quantité, mais dans le qualitatif, parce qu'il y a une dilution de la pollution. Le problème, c'est qu'on met tout et n'importe quoi dans certaines poubelles et on ne réduit pas la pollution. Voilà, ce sont des questions, mais c'est très... On ne pourrait pas aborder que ça tout l'après-midi, mais comment vous voyez cela? Parce que vous avez présenté ça, mais comme c'est dans un dispositif tellement global, et tant au niveau européen qu'au niveau national, que c'est un peu difficile de prendre ce petit créneau qui en fait concerne, comme vous l'avez très justement dit, une quantité de déchets peuvent être importants en quantité, quoique, et surtout en termes de qualité, il y a toute la dynamique des déchets dangereux et des déchets de matériaux. Merci beaucoup. Je vais prendre quelques autres questions et puis on répondra ensuite à l'ensemble des questions, sinon on n'aura vraiment pas de pause. Il y a des personnes là-bas qui lèvent la main depuis tout à l'heure. Monétaire, merci. Le lien entre l'introduction d'une incitation monétaire et la réduction de la quantité de polluants associés, clair. Est-ce qu'on peut aller un cran plus loin et voir un lien entre l'intensité de l'intensité monétaire, la quantité en euros par tonne pour le CO2, la part incitative pour les redevances et la quantité de volume réduit? Dit autrement, est-ce que la simple introduction de l'incitation a déjà une partie importante de l'effet souhaité, ou est-ce qu'au contraire, c'est bien en augmentant le prix de l'incitation que l'on accroît, proportionnellement ou à peu près, la réduction de l'externalité négative? Merci. Une dernière question avant la première salle de réponse, peut-être. Bonjour. Tout d'abord, merci pour cette série de séminaires et notamment pour celui qui vient clore aujourd'hui cette excellente initiative de France Stratégie. Ma question concerne les SQE ou ITS. Vous n'avez pas mentionné la fuite de carbone. Je m'interroge sur la raison de cette omission. On répond rapidement à ces questions, puis on fera une deuxième salve après. Ok, merci pour toutes ces questions. Sur l'ITS, alors vous dites que l'effet est surprenant. Le prix il est strictement positif, donc c'est normal qu'on trouve une réduction des émissions. Sur l'innovation, comme je l'ai dit, c'est le prix futur qui compte, pas tellement le prix aujourd'hui, donc c'est pas non plus très 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 surprenant qu'on trouve ces effets. Et les surallocations, ça peut expliquer l'effet positif sur la performance. Est-ce qu'il y aura une mise à jour? C'est très facile à faire parce qu'on a fait l'appariement, on a toutes les données. Chaque année, on a une année de données supplémentaires et donc c'est très facile de continuer à suivre les effets année après année. Juste un point là-dessus, mon incitation en tant que chercheur à faire ça est 0. Parce que je vais publier le papier. Une fois que le papier est publié, évidemment, il n'y a aucun intérêt à faire une autre étude exactement sur le même sujet avec juste 2 années de plus. C'est juste un point général que je fais pour l'évaluation des politiques publiques. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en ligne tous les programmes informatiques qui permettent de faire le travail, les données, et du coup, n'importe qui a accès aux données peut refaire l'étude et mettre à jour. Et donc, c'est très important qu'on fasse ça pour permettre aux gens, enfin aux décideurs publics qui veulent la mise à jour, de le faire. Sur l'intensité du traitement, alors pour moi, j'ai pas de réponse là-dessus parce que le prix du carbone, c'est le même pour tout le monde, évidemment. Donc, il n'y a pas d'hétérogénéité. Donc, on peut pas regarder, mais ce qu'on peut voir, c'est que l'effet est plus fort quand le prix est un peu plus fort, mais on peut faire que des corrélations, pas d'effet causal là-dessus. Sur la fuite du carbone, alors, excellent que vous posiez la question, parce que j'ai une autre étude sur les fuites de carbone liées à l'ITS. C'est pas évident, mais en fait, moi, j'ai même 2 études. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend des données de firmes multinationales qui opèrent dans différents pays et on connaît leurs émissions de carbone dans chaque pays. Et donc, on peut à nouveau comparer des entreprises réglementées, non réglementées, voir si celles qui sont réglementées dans l'ITS se mettent à émettre plus à l'étranger, relativement à leurs émissions européennes,
quand elles sont réglementées. Et là-dessus, la réponse c'est non. Enfin, on n'a en tout cas pas d'effet significatif, d'accord, sur les fuites de carbone. Mais encore une fois, le prix du carbone était bas, et donc à quel moment est-ce que ça peut changer ? C'est un peu la grande question, parce que peut-être qu'à 30, 50 euros, les multinationales commencent à changer la localisation des émissions. C'est tout à fait possible, mais pas pour l'instant en tout cas. Rapidement, sur la distinction quantité-qualité de déchets, c'est quelque chose qu'on essaye de faire à la fois avec les différents flux, mais aussi en regardant la qualité du tri, donc avec les chiffres qu'on avait sur les rejets de tri. Bon, c'est une approche du phénomène. Sur le fait de considérer l'ensemble d'une politique de déchets, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on essaye de faire avec ce qu'on a comme données. Par exemple, on a essayé de contrôler quand on savait que des collectivités ont mis à disposition des composteurs, ou en fonction de différents paramètres de la politique déchets, est-ce que la collecte des déchets triés se fait en point d'apport volontaire ou se fait avec des bacs jaunes qu'ont les gens. Donc c'est aussi quelque chose qu'on essaie de prendre en compte. Sur le lien entre l'intensité de la part incitative et la réduction de volume, alors là ça marche assez mal pour la redevance incitative. Bon, on a peu de données là-dessus, et les collectivités, on sait qu'elles changent souvent l'intensité de la part incitative qu'elles ont, mais ce qu'on voit, c'est que à première vue, il n'y a pas trop de lien. Il y en a qui mettent en place des faibles parts incitatives et qui ont des très bons résultats. Il y en a qui mettent en place des fortes taxes incitatives et qui ont des résultats pas vraiment meilleurs. Donc un petit peu de loin, on se dit que dans ce cadre-là, les gens ne réagissent pas comme des agents économiques rationnels qui ajustent en fonction de l'intensité du signal. Le signal a plus un effet psychologique. Les gens voient que leurs déchets coûtent quelque chose et pas tellement une intégration vraiment à l'euro près. Merci beaucoup. Alors, on prend très rapidement 2 dernières questions, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de doigts levés. Je ne voudrais pas frustrer trop de monde. Mais s'il n'y a plus de questions, on s'arrête là. Non, je ne sais pas s'il y avait une dame tout à l'heure qui... Alors, le monsieur devant, et puis il y avait une dame tout à l'heure, mais qui est partie. Bon, je ne sais pas. Non. Et ben alors, oui, non, mais le monsieur là et le monsieur devant, et c'est fini. Voilà. Non, monsieur là devant vous, là-bas. Merci beaucoup pour ce séminaire et ces présentations. Je reviendrai à un sujet qui a été abordé au début. Vous avez présenté les méthodes, les résultats, mais pas ce qui vient après, c'est-à-dire l'utilisation de l'évaluation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur à qui vous avez communiqué vos résultats, quel retour vous avez eu dessus, etc. Et par ailleurs, si je comprends bien, il y a une évaluation qui a dû être plutôt faite peut-être à la demande de l'ADEME, ou en tout cas je comprends que vous avez travaillé à l'ADEME, donc je ne sais pas quelle a été la commande ou d'où vient la commande, alors que dans l'autre cas, il semble que c'est plutôt un travail académique. Donc c'est possible aussi d'avoir des infos sur qu'est-ce qui a été à l'origine des évaluations dans les 2 cas. Merci. Juste le monsieur devant là. En chemise à carreaux, et puis c'est fini. Le micro qui... Il y a trop de micros. Oui, merci. Sur les politiques incitatives, une des argumentations qui a été souvent utilisée, notamment dans les Pays de la Loire, c'est, je dirais, le retour pour l'usager avec une moindre participation financière. Est-ce que vous avez pu évaluer si, sur une longue période, la part de l'usager au moment de payer sa contribution sur ce sujet diminuait dans le temps, c'est-à-dire qu'on pouvait démontrer qu'il y avait un intérêt, notamment pour les politiques, de mettre en œuvre une politique incitative et de modérer ou de faire moins augmenter la contribution, quelle qu'elle soit, sur le financement de ce service. Merci beaucoup. Alors, sur la première question, qu'est-ce qui a justifié, motivé ces études et dans quel cadre? Alors, dans mon cas, c'était au départ pour le comité pour la fiscalité écologique. Il y avait un groupe déchets dans ce comité, et c'était en 2014. Et ça a donné un travail préliminaire que j'ai ensuite complété et publié au CGDD en fouillant un petit peu plus la question. Donc ça a été fait au Commissariat général au développement durable, donc dans ce qui était le ministère de l'Environnement, qui change fréquemment de nom.
Donc voilà, c'est pas un travail académique, ça n'a pas été fait avec l'ADEME, enfin ça n'a pas été fait à l'ADEME, même si j'ai beaucoup utilisé leurs données et discuté avec eux. Et c'est un travail, on va dire, administratif, même si on va essayer de le faire aussi rigoureusement que possible. Oui, dans mon cas, c'est donc un travail académique qui a commencé à la LSI et que j'ai fini en arrivant à l'OCDE. Et du coup, la question, c'était simplement, en gros, vous avez des décideurs publics qui disent qu'en mettant en place des politiques environnementales, on va avoir à la fois plus de croissance, moins d'émissions, un monde merveilleux, etc. De l'autre côté, des lobbies industriels qui disent que si on met en place des politiques environnementales, ils vont mettre la clé sous la porte, aller produire délocaliser en Chine. Et donc, c'était vraiment simplement l'idée de fournir une analyse objective sur un sujet qu'on pensait important parce que le marché européen du carbone, c'est le plus grand marché du carbone du monde. Et donc, on voulait donner des chiffres un peu, un point de vue objectif à ces questions qui sont centrales. Et voilà, c'était simplement ça. Et au niveau de la communication, donc là, l'étude va sortir. Je vais la présenter à Bruxelles, à la Commission, et puis à Bruegel et dans d'autres capitales. Mais après, je pense pas que ce soit très intéressant de ce point de vue-là, parce que, si vous voulez, l'étude est tellement positive. Bon, les résultats sont ce qu'ils sont, je vais pas les changer pour faire plaisir à certains, mais comme c'est un peu un succès d'après les résultats qu'on a, je m'attends pas à ce que ça ait des conséquences. Ce qui est plus intéressant à mon avis, c'est quand on trouve qu'il y a des problèmes et est-ce que ça conduit à des changements de politique. En l'occurrence, là, on va se dire formidable, tout roule. Et sur la question de la réduction des coûts, alors il y a des collectivités qui nous ont dit qu'à tort, ça avait été présenté comme étant le but dans un premier temps aux gens, et les réductions de coûts n'ont pas toujours été au rendez-vous. Donc maintenant, elles se gardent, en tout cas, elles tempèrent un petit peu cet argument, même si une autre étude par Amandine Mignon-Lonfin en 2017 a montré qu'il y avait en moyenne une baisse des coûts de l'ordre de une vingtaine d'euros par habitant et par an. C'est pas quelque chose de systématique, et en plus c'est pas relié uniquement à la tarification incitative et à la baisse des tonnages qui viennent de ça. C'est un petit peu lié à une politique déchets un petit peu plus générale, et c'est difficile de dire que parce que on va jeter un petit peu moins de ceci beaucoup moins de ceci, un peu plus de cela, ça va faire baisser les coûts, parce que, par exemple, le coût du recyclage est plus élevé que le coût de gestion en tout cas, dans ce qui est le coût budgétaire direct, donc sans les externalités environnementales, le coût est un petit peu plus élevé. Donc, voilà, la diminution des coûts ne doit pas être un objectif prioritaire et constaté, mais n'est pas du tout automatique. Merci beaucoup. Donc, je remercie vivement les intervenants, Alexis Gatier et Antonin de Chellepret, pour leurs brillantes interventions. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.stratégie.gouv.fr.